Bien, moi, toujours pour Yovox Tech, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est est-ce que ce magnifique modèle, en tout cas qu'il réussit fort bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit reproductible pour cette industrie à d'autres acteurs, et pourquoi pas ses concurrents directs, ou des sociétés émergentes, et dans d'autres secteurs industriels radicalement opposés, enfin en tout cas très différents. Ce moteur, oui, c'est le frigidaire aussi. Voilà. Ce modèle doit être regardé de trois manières. Enfin, il y a trois approches, trois points de vue. D'abord, le point de vue des gens dont il bouleverse totalement les modèles économiques. Et je pense notamment à tous ceux qui vivent de la publicité, et notamment les médias, la presse. Google a donné, Google, et pas seulement Google, la publicité Internet en général, a donné un coup de vieux considérable à tout ce qui se fait en matière de publicité sur les médias. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Google, vous savez que les publicités sur Google, vous payez uniquement lorsqu'un utilisateur va cliquer dessus, lorsqu'il vient chez vous, votre boutique. Quand vous achetez une publicité dans un journal ou à la télévision, c'est tout le contraire. On est passé de la vente d'un espace à de la vente d'intermédiation. Exactement. C'était prévisible, ça. C'était prévisible, et là, si vous voulez, ça donne un coup de vieux considérable à toutes ces techniques de marketing. Et donc, tous les gens qui sont là-dessus doivent, je crois, tout à fait cessantes, regarder, s'interroger, voir comment ils peuvent travailler là-dessus. Ça donne un coup de vieux également à tout ce qui est, tous les gens qui travaillent sur les PA, les petites annonces, tous ces métiers-là. Ils sont des métiers qui sont importants. C'est encore une fois les médias. Là, il y a quelque chose de... Il y a une manière, il faut regarder, parce que là, véritablement, il y a un concurrent qui risque de tout balayer très très rapidement, sans que les acteurs s'en rendent compte. Là, en fait, il y a pour eux, puisqu'on a un petit peu d'énergie, on reviendra sur la question tout à l'heure. Là, on parle de menace et comment Google, effectivement, menace des acteurs installés dans le monde de la communication au sens large, que ce soit des agences ou des médias ou des supports en tant que tels. Je pense que ces acteurs-là ont un autre danger. C'est, d'une part, effectivement, ils sont attaqués par Google sur le mode publicitaire, mais à la limite, ils pourraient s'appuyer dessus pour trouver en fait un renouveau. La grosse problématique pour eux, c'est de réinventer leur modèle, là où on est passé d'un nombre de canaux de diffusion relativement adonnés, unicitaires et encadrés par la loi, de manière très précise, en tout cas pour la télévision, la radio ou même la presse d'ailleurs, à un mode qui n'est plus seulement un mode de distribution, mais qui est un vecteur d'intermédiation pratiquement one-to-one jusqu'à l'individu. Donc là, c'est plus seulement Google, là, c'est cette industrie qui est totalement révolutionnée par un changement de modèle économique et un changement de consommation de ses clients. Oui, mais si j'en parle en réponse à votre question, c'est parce que je crois qu'on ne peut comprendre le bouleversement, ce qui va se produire pour ces industries, que si on comprend finement le modèle économique qu'a développé Google. Et puis, je dis Google, oui. Il y a Yahoo, MSN, voilà, enfin, les grands acteurs qui... Sur la même logique. Donc là, c'est la première approche, premier point de vue. Deuxième point de vue, c'est celui des gens, des entreprises qui sont dans des métiers, disons, traditionnels, industriels traditionnels, qui évidemment ne peuvent pas appliquer tel quel le modèle économique de Google, mais qui auraient, je crois, intérêt à regarder la manière dont il fonctionne. Alors, j'ai parlé un peu des ressources humaines tout à l'heure, on aurait pu parler de l'organisation, on aurait pu parler de la manière dont ils développent les produits, parce que là, il y a certainement des idées à prendre. En termes de recrutement, en termes d'organisation des équipes, en termes de gestion des projets, là, il y a des idées à prendre. C'est sûr qu'on n'est plus dans une notion où l'individu est une variable d'ajustement pour me faire monter le cours de bourse. On est dans une logique où là, on a l'unicité de la connaissance de l'individu. Mais justement, est-ce qu'on peut appliquer ça à un environnement, bon, Google, c'est un environnement d'ingénieurs, de créatifs, où effectivement, il y a une ressource humaine, on va dire, à haute valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut imaginer que dans des industries où la ressource humaine est peut-être un peu moins valeur ajoutée, l'industrie automobile par exemple, est-ce qu'on peut imaginer un mode de management qui en fait soit plus participatif pour l'individu? Toyota l'a fait, hein, je crois qu'ils ont essayé ça leur donne une meilleure qualité de production, un suivi, des innovations dans les process de contrôle. Est-ce qu'on peut aller encore au-delà à votre avis? Écoutez, je crois que chaque industrie doit, en fonction de ses propres problèmes, regarder ce modèle et s'interroger. Il y a le problème des ressources humaines, il y a le problème de la relation avec le client, qui est un autre domaine. Je vais prendre, développer en deux mots. Le problème des ressources humaines, les techniques de recrutement de Google sont très très originales. Vous faisiez allusion aux ingénieurs. Il y a des ingénieurs partout. Hein. En général, quand on recrute un ingénieur, on se dit il sort de l'ENSAM, de Centrale, de Polytechnique, donc il est compétent sur le plan technique.
Et puis on va demander à des psychologues d'examiner ses traits de caractère et puis voir s'il peut entrer dans le job qu'on lui a proposé dans l'équipe, etc. Google fait exactement le contraire. Google se dit, les traits psychologiques de mes ingénieurs, je vais les évaluer à partir de la qualité de ses diplômes. S'il a fait des études si longues, s'il a un PhD, s'il a travaillé si longtemps dans une recherche difficile sans gagner beaucoup d'argent, c'est qu'il a des capacités, des traits psychologiques qui lui permettent de se motiver, de s'investir, de travailler longtemps pour trouver. Bon. Par contre, ce que je vais regarder, ce que je vais vérifier, ce sont ses compétences techniques. Donc c'est exactement le contraire. Donc vous voyez là, on a un modèle qui peut demander à des recruteurs dans des métiers différents de modifier un peu leur méthode. Il y a un changement culturel en France considérable. Est-ce qu'on a quelques cabinets de chasseurs de tête d'ailleurs qui seraient capables de s'adapter? Tout à fait. Alors là, vous voyez, c'est un modèle, un exemple. Nous parlions tout à l'heure de la relation avec les clients. Ce qui est formidable chez Google, c'est qu'ils réussissent ce succès formidable sans jamais avoir fait un centime de publicité, ou pratiquement. Et tout est basé sur la réputation, sur la capacité à attirer, à faire venir, à vous amener, vous et moi, à parler d'eux et à dialoguer. C'est-à-dire qu'ils ont atteint une telle taille critique, mais il faut se souvenir qu'au tout début, ils ont été malins parce qu'ils sont attelés au chariot. Yahoo, c'était le moteur de Yahoo à un moment. Au tout début, comment est-ce que ça a démarré? Moi, je me souviens au tout début, j'ai appris que Google existait. On m'a dit un jour, j'étais sur un forum d'économistes, donc dans le monde académique, et un jour, un collègue américain me dit, enfin, il ne dit pas simplement à moi, il dit aux 150 économistes qui étaient là, dit, il y a 2 jeunes gens à Stanford, c'est une bonne référence, bien sûr, c'est une bonne référence, font un modèle de recherche qui est meilleur que Excel, qui est meilleur que AltaVista. Je vais voir. Nous sommes 150 à aller voir. Et qu'avons-nous fait, nous, dans les heures qui ont suivi? Nous avons dit chacun dans nos réseaux, à nos copains, il y a un truc formidable. Et c'est démarré comme ça, sans publicité, sans rien. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose du côté de la rumeur, du côté et on n'avait pas encore la blogosphère à l'époque. Il y a la blogosphère, du côté de la bouche à oreille, qui sont des techniques très très particulières qui peuvent inspirer d'autres. Mais là, ils avaient un vrai produit, parce que en fait, je me souviens très bien, à l'époque, le moteur leader, c'était AltaVista, qui aurait pu continuer s'il n'avait pas eu toutes les vicissitudes avec Compaq, qui a abandonné Digital, Compaq, et puis après la fusion avec HP, ça les a pas aidés. Mais quand Google est arrivé, il y avait une vraie techno. Je dirais, il y avait un vrai produit technologique. Il y avait une vraie avance technologique, mais cette vraie avance technologique est devenue une vraie avance commerciale, non pas grâce au budget de publicité, mais grâce simplement aux bouche à oreille. Et là, c'est un modèle que des gens du marketing peuvent interroger, ils peuvent se demander, mais est-ce que ça ne marcherait pas chez nous? Il y a de la même manière quelque chose qui est tout assez formidable, c'est qu'ils nous donnent en permanence des produits nouveaux, on parle tout à l'heure des produits nouveaux, bêta, en version bêta, des produits qui ne sont pas toujours formidables. Microsoft nous a habitués à ça, il n'a pas appelé ça bêta, mais très souvent on a essuyé les plates. Enfin, les produits bêta, ce qui veut dire qu'ils attendent de la communauté, de vous et de moi, des retours d'une manière ou d'une autre. Et ils passent leur vie à examiner ce que nous faisons. Est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous ne l'utilisons pas? Comment l'utilisons-nous? Donc ils ont su, ils savent, si vous voulez, tirer de l'information, exploiter de l'information à partir de nos comportements. Et là, en termes de marketing, c'est tout à fait révolutionnaire. Et alors, qui dans le triumvirat a eu cette idée géniale? C'est Serge Brun, c'est Page, c'est Schmitt? C'est leur culture de mathématiciens, tous les trois. D'accord, donc les trois sont dans cette logique. Ils ont cette logique de mathématiciens, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des données, et c'est ce qui fait leur différence, si vous voulez. C'est qu'au lieu d'envoyer des enquêteurs interroger vos comportements, mes comportements, ils regardent à partir de ce que nous faisons, effectivement. Donc, si vous voulez, ressources humaines, il y a des idées à tirer. Marketing, il y a des idées à tirer. Quand on regarde chacun des domaines comme ça, il y a des idées à tirer. Puis alors, enfin, il y a un troisième cas de figure, c'est dans le monde de l'informatique, là, évidemment, il y a un modèle dont on peut essayer de s'inspirer. Oui, ça c'est. Donc ça vous laisse en tout cas de larges perspectives pour essayer de répliquer cette culture de l'innovation dans les ressources humaines auprès de nos grands groupes français. Donc, mesdames et messieurs, vous avez devant vous quelqu'un qui, en tout cas, est en bonne posture pour vous aider à réfléchir à la manière de gérer vos ressources humaines de demain. Absolument. Monsieur Girard, Uvox Tech vous remercie. À très bientôt. Une production Uvox.